Bourse, marché action. Peut-on rester haussier cette année 2022? Peut-on rationnellement rester haussier cette année 2022? Choc énergétique, choc de taux d'intérêt, choc inflationniste généralisé, choc monétaire, réduction du soutien des banques centrales. Et enfin, naturellement, choc géopolitique. Bienvenue au Top Gun de ce lundi 11 avril 2022. Installez-vous confortablement, prenez vos aises, et c'est parti. Alors bienvenue, je suis heureux de vous retrouver, comme chaque lundi. J'ai envie ce lundi de vous proposer une prise de recul, une prise de hauteur pour le marché action, pour le marché boursier, qui fait face à une conjonction de thèmes de contraintes fondamentales. Thème de contraintes fondamentales alors que ce marché action avait atteint une valorisation importante et que cette crise géopolitique est venue s'y ajouter, représentant ce qu'on appelle, vous le savez, un signe noir, c'est-à-dire un événement non prévu en début d'année par les gestions. Dans cette vidéo, je vais donc vous proposer un récapitulatif de ces thèmes en les illustrant concrètement, et puis faites votre choix sur le plan technique. Je vais prendre l'indice américain S&P 500 et l'indice européen Eurostoxx 50, les deux contrats à terme les plus tradés, chaque côté de l'Atlantique, pour envisager les scénarios techniques possibles, réalistes, et puis ensuite, à chacun de faire son choix, car cette émission est indicative. Mon avis reste parfaitement subjectif. Et enfin, rappelez-vous, en suivant le même titre, vous retrouvez cette émission au format podcast sur la plupart des plateformes d'écoute. Alors il est temps pour moi de me réduire en bas à droite et d'en venir au plan. Bourse, peut-on rester haussier cette année 2022? Me direz-vous, quelle question? Alors, mais vous allez voir quelle question, ça peut paraître finalement anodin, et vous allez voir qu'au fond, c'est un débat qui reste largement... une question qui reste très partagée. D'ailleurs, si vous vous la posez à vous-même ou entre amis, vous verrez que certains avanceront très rapidement des arguments. Mais non, c'est impossible, la guerre en Ukraine. Mais oui, c'est tout à fait possible, le montant de l'utilité. Bon, chacun ira d'une réaction rapide. En quelques minutes ici, je vais vous proposer une réaction moins rapide, de panorama, de bilan. Alors, cette émission a lieu chaque lundi. Il est important de rappeler, comme chaque lundi, les temps forts fondamentaux de la semaine. Retenez, s'il vous plaît, cette semaine, une décision de politique monétaire et pas des moindres. Jeudi 14 avril, décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Banque Centrale Européenne qui, elle, fait face à des difficultés, car l'inflation aussi s'envole au sein de la zone euro. Mais la Banque Centrale Européenne ne peut pas se montrer aussi restrictive dans sa lutte contre l'inflation, sous peine de bouleverser la structure, l'homogénéité de la zone euro. En clair, la structure des taux d'intérêt au sein de la zone euro. Un sujet que je traiterai dans l'émission Fast and Forex de ce mercredi, cette semaine, donc le 13 avril. Et puis, nous sommes en avril, janvier, février, mars, une addition de 3 mois qui nous donne le premier trimestre. Cette semaine commencent les résultats trimestriels aux États-Unis. Alors, bourse. Peut-on rester aussi en 2022? Le contexte fondamental permet difficilement d'envisager une année de hausse pour les actions cette année. La récession économique est-elle inévitable en 2022? Mais qu'est-ce qu'une récession économique? On entend ça et là, ce terme partout. Je vais le définir. Le choc énergétique actif, réel, on le constate au quotidien. Pétrole, gaz naturel, mais pas que. Il est imparable pour la suite de 2022, c'est mécanique. Le choc inflationniste sera-t-il étendu ou pas de manière massive aux prix alimentaires et des biens et services en général? Cela commence.
un choc de taux d'intérêt, alors tout au moins aux États-Unis, mais en Europe aussi, les taux d'intérêt à la consommation et sur le crédit immobilier ont déjà commencé à remonter. Et chaque semaine sont réévalués actuellement à la hausse. Alors, dans ce cadre, où est passée la cavalerie Tina? Où est passée Tina? Tina qui a longtemps porté le marché. Et qu'est-ce que Tina? There is no alternative. Et c'était le monde d'avant. Le monde d'avant. Le monde avec une inflation contrôlée, sans guerre, et en tout cas en Europe, et des banques centrales qui inondaient déjà le marché. Tina peut-il revenir? Et enfin, l'analyse technique du S&P 500, mon scénario technique favori, les cas minoritaires. Voyez. Donc effectivement, dans ce contexte de récession économique probable, de chocs divers et variés, comment peut-on rester haussier des actions? Bien, certains le restent, malgré tout. Une récession économique inévitable, avec un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'une récession économique? Alors, récession économique, si je reprends le jargon des économistes, c'est 2 trimestres consécutifs de repli de la croissance économique. Dites-vous bien qu'au stade actuel, le marché action qui a subi un premier choc au déclenchement de la guerre en Ukraine, qui a retracé en rebond 50% et qui repart à la baisse, ce marché action reste dans un cadre de perspective de croissance économique positive. Mais est-ce réaliste? Est-ce réaliste? C'est la grande question que tout le monde se pose. Regardez les prévisions faites ici par la Banque mondiale en début d'année. Pour les États-Unis, eh bien, si la croissance ralentissait par rapport à 2021, la Banque mondiale attendait encore des taux de croissance positifs. Idem pour la zone euro. Et donc, il faut bien comprendre que ces instituts économiques internationaux sont en train de réactualiser leurs prévisions de croissance. Personne ne sait. C'est mois après mois que les statistiques économiques tombent. La croissance économique peut-elle, cette année 2022 par exemple, être négative comme ce fut le cas en 2020 avec la crise sanitaire, moins 3,4%, la croissance du PIB en 2020 aux États-Unis, moins 6,4%. Ne nous inscrivons-nous pas encore dans un rêve en attendant de tels taux de croissance en 2022? Attention, ce sont des prévisions réalisées juste avant la guerre en Ukraine. Est-ce que ces anticipations de croissance restent réalistes? Maintenant que, mois après mois, vont devenir concrets un certain nombre de risques. Pourquoi? Pour essentiellement la consommation des ménages. Vous avez ici une définition de la croissance du produit intérieur brut, une définition proposée par l'INSEE, l'Institut national et statistique économique en France. Les composantes sont ici, les dépenses de consommation des ménages, des institutions sans but lucratif au service des ménages et des administrations publiques, l'investissement, la variation de stock et le solde commercial. Actuellement, le choc énergétique en cours, de taux d'intérêt qui commence à peine à être palpable. Les taux d'intérêt, par exemple, à la consommation, même les taux d'intérêt du marché remontent fortement. Mais à la consommation et au crédit immobilier, ça se met à peine en place. Cela va arriver ces prochains mois. Comment envisager que les dépenses de consommation des ménages, qui, représentent encore un bon 2/3, voire davantage, 3/4, dans les économies développées, du PIB, ne soient pas fortement archi-contraintes? Ces prévisions de début d'année restent-elles réalistes? Le marché action s'est inscrit dans ces prévisions de début d'année. Alors là, je me fais l'avocat du diable, bien sûr, mais c'est vraiment l'enjeu, et c'est pour ça que chaque statistique publiée chaque mois, mois après mois, c'est la fréquence mensuelle pour la plupart des statistiques économiques, eh bien, va permettre d'évaluer cela. En tout cas, peut-on rester aussi en 2022 alors qu'il y a une incertitude forte sur une des dimensions majeures de la croissance économique, les dépenses de consommation des ménages? Je ne serais pas surpris que ces prévisions de croissance économique soient réactualisées. De même pour la Chine, où les anticipations étaient somme toute encore optimistes, 5%, 5,3% pour 2022-2023, eh bien, pour la Chine,
Il y a un thème à ne pas sous-estimer, le retour de la crise sanitaire. C'était pas anodin tout de même que des centres urbains comme Shanghai soient à nouveau confinés. Alors, il y a par contre là-bas une gestion vraiment rigoureuse, une institution monétaire qui est en soutien, étatique aussi, mais tout de même, voilà un cadre qui peut être remis en cause. Peut-on rester aussi sur les actions 2022 alors qu'est en cours, réel, un choc énergétique? Un choc énergétique, un choc de prix de l'énergie, le pétrole, le gaz, mais aussi l'électricité, à ne pas sous-estimer. Risque pour la consommation des ménages, un bon trois quarts du PIB. Je commence par une illustration simple. Pétrole et gaz et l'électricité, mais ça arrive un peu en retard, je vais vous expliquer pourquoi. Voici à droite un graphique qui expose l'évolution du prix depuis janvier 2021, du prix du gaz naturel et du pétrole brut US. 152% de hausse du prix du gaz naturel depuis janvier 2021. Sur le marché, 84% de hausse sur le marché. Il y a toujours une différence entre le prix du marché et ensuite comment ça se répercute aux différents agents économiques. Et certains prix parfois sont contrôlés. Et l'État met plusieurs mois à actualiser ça pour la facture du consommateur. Mais tout de même, ce sont des hausses extraordinaires. Extraordinaires depuis janvier 2021. Pour le pétrole, tout le monde l'a constaté. Le gaz naturel, pas encore, car il y a une maîtrise de la facture, des indications étatiques. Regardez un autre aspect des choses. Le prix du mégawatt en électricité. Une hausse à venir pour le consommateur. Vous avez sous les yeux le prix du mégawatt actuellement en Europe. Alors, typiquement en Suisse, 219 euros. Le mégawatt, 275 aujourd'hui. En France, 255. Bon. Je vais rebasculer en 2021. Allez, allons, il y a un an. C'était 4 à 5 fois moins cher le prix du mégawatt. Me direz-vous, pourtant, je ne le vois pas sur la facture d'électricité. Mais oui, car la plupart des fournisseurs d'électricité fonctionnent sur des stocks. Et donc, délivre un prix par rapport au stock, le prix d'achat d'il y a un certain temps. Et donc, le prix actuel du marché sera répercuté plutôt en fin d'année. Personne n'y échappera. Donc, ce choc énergétique concerne le pétrole, le gaz et l'électricité. L'inflation, la hausse des prix, avec une extension en cours aux prix alimentaires et aux biens et services. Alors, actuellement, les prix alimentaires sont au plus haut depuis de nombreuses années et le momentum de hausse est quasi historique. Et c'est sur les toutes dernières semaines. Vous avez sous les yeux une courbe qui représente l'inflation sous-jacente aux États-Unis et en Europe. Je vous laisse observer la dynamique des courbes d'inflation depuis un an. Rappelez-vous, la cible des banques centrales pour remonter les taux, c'est 2%. La BCE a perdu toute crédibilité cette semaine. C'est la décision de politique monétaire de la BCE. Elle n'envisage toujours pas de remonter ses taux, alors qu'elle répète depuis des années, au-dessus de 2%, on relève les taux. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, une perte de crédibilité des banques centrales. Mais en même temps, elles veulent préserver l'économie, la vie, ne pas détruire une partie de l'activité économique et sociale. Mais elles en viennent à contrevenir à leurs propres règles. Choc énergétique, choc inflationniste généralisé. Quel impact à venir cette année sur la consommation des ménages de la hausse du prix des aliments, des biens et services en général? Et aux États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, le volume investi en bourse est de plus en plus représenté par les traders particuliers. Eh bien, si cette manne qu'ils avaient est effacée par l'augmentation des prix de la vie courante, croyez-vous vraiment qu'ils investiront encore en bourse? Quel impact sur le niveau de l'épargne financière? Peut-on rester haussier sur le marché ancien en 2022? Peut-on envisager, comme avant,
inertie haussière, nouveau record historique, de toute façon ça ne peut que monter. Est-ce que cet argument est encore valable? Choc de taux d'intérêt, un momentum haussier inédit aux États-Unis, impact sur le taux du crédit à la consommation, crédit immobilier, et le rendement des obligations. Les taux d'intérêt du marché remontent fortement en Europe et aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Vous avez à droite un graphique qui expose la courbe des taux d'intérêt nominaux, bruts, aux États-Unis, de l'État fédéral à 2 ans, US2Y, à 10 ans, US10Y, à 30 ans, US30Y. Regardez, ces dernières semaines, l'envolée, d'ailleurs presque une inversion de la courbe des taux, le taux d'intérêt à 2 ans qui est tout proche de dépasser le 10 ans et le 30 ans. Les taux d'intérêt réels, plus importants, chers amis, regardez bien. Les taux d'intérêt réels sont ceux corrigés de l'inflation. Ici, vous avez les taux d'intérêt réels aux États-Unis à long terme. Ils repassent au-dessus de zéro. Les taux d'intérêt réels sont les taux nominaux retraités de l'inflation. Malgré la puissance de l'inflation actuelle, les taux d'intérêt réels repassent positifs car les taux d'intérêt nominaux sont une pente verticale. Des taux d'intérêt réels positifs, c'est quoi? C'est un déplacement des capitaux du marché action vers le marché obligataire, car le marché obligataire rémunère par les taux d'intérêt réels. Peut-on rester haussier sur les actions 2022? Sérieusement. Tina, à quand le retour de la cavalerie? Tina, there is no alternative. Pardonnez-moi pour l'accent, je n'ai pas fait d'effort. Face à la guerre en Ukraine. Effectivement, c'est un argument avancé par les banques centrales, notamment la Fed, qui a récemment dit que s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, elle n'aurait pas augmenté son taux de 25 points de base récemment, mais direct de 50. D'ailleurs, pour les prochaines décisions de politique monétaire, elle indique qu'elle augmentera chaque fois d'un coup de 50 points de base. Mais la BCE, elle, plus que les autres, et d'ailleurs elle se réunit cette semaine, le dit, elle ne monte pas ses taux malgré l'inflation parce que la guerre en Ukraine. Bon, ça peut paraître logique, mais ce n'est pas logique par rapport à leur fonction institutionnelle, mais peut-être logique par rapport à leur fonction humaine et sociale. Mais ce n'est pas inscrit dans leur statut. Mais bon, heureusement, dirons-nous, pour certains. Vous avez sous les yeux un graphique qui superpose le bilan de la Réserve fédérale des États-Unis, qui va commencer à être réduit. Désormais, devant vous ces prochains mois, c'est acté, la Fed va réduire son bilan. C'est-à-dire que ce n'est pas un bilan qui va monter moins vite, mais elle va réduire son bilan, solder des actifs qu'elle détient, exit de son bilan des obligations d'État, d'entreprise. Historiquement, lorsque vous superposez l'indice S&P 500 en gris et le bilan de la Fed en violet, il y a une corrélation positive. La crise sanitaire, qu'est-ce qui a permis une remontada du S&P 500 un mois après la crise sanitaire? L'envolée verticale du bilan de la Fed. Alors, que se passera-t-il quand le bilan de la Fed va commencer à aller? Historiquement, à chaque fois que le bilan de la Fed a cessé de monter ou était en baisse, c'était au mieux un range sur le S&P 500. Alors, analyse technique, chers auditeurs, chers spectateurs, téléspectateurs, chers internautes, bon, je dois fixer ça un jour, savoir exactement comment l'on dit. Le scénario qui me semble le plus réaliste en 2022 pour Wall Street et le marché action européen. Quel est votre choix pour les actions en 2022? Votre choix en âme et conscience, en toute honnêteté avec vous-même, eu égard à l'ensemble de ces facteurs. Peut-on vraiment avoir une envolée verticale du S&P 500 vers 5000 points? Il faudrait pour cela un virage à 180 degrés des banques centrales, qui nous diront maintenant la priorité, c'est pas l'inflation, mais c'est le bien-être économique et social. Là, oui, on ira à 5000. Mais est-ce réaliste? Vous avez sous les yeux le cas de l'indice S&P 500. D'ailleurs, au passage, je vous rappelle que les résultats du premier trimestre commencent cette année.
Vous avez sous les yeux la représentation graphique en bougie japonaise journalière de l'indice S&P 500. Depuis la crise sanitaire, rappelez-vous à l'époque, les 40% de baisse de la crise sanitaire. Et puis, depuis le printemps 2020, la puissante tendance haussière. D'ailleurs, à l'époque, le point bas avait été indiqué ici par cette superbe structure en ligne pénétrante haussière, terminologie japonaise. Retour au niveau d'avant la crise sanitaire, pullback et tendance haussière, avec un breakout propre. Bien. Maintenant, vous le savez, je vous en parle chaque lundi, le S&P 500 propose un trading range. Ce trading range, 3 hypothèses, même 4. La première, je vous en ai déjà parlé, l'épaule, tête-épaule, figure de sommet, avec ici les points bas récents, qui laisserait envisager pour la fin d'année une baisse du S&P 500, un retour quasiment au niveau de déclenchement de la crise sanitaire. C'est le scénario du pire. Le scénario hyper haussier. Nous serions déjà dans une première jambe de rebond avec cet avalement haussier. Actuellement, un petit retracement en cours et retour vers les plus hauts et nouveau record historique, 5000 points. Certains rêvent à ce scénario. L'autre scénario, le numéro 2, j'ai commencé par le 3 à la place du 2. Faisons -1, revenons au numéro 2, le trading range. Ça n'amuse personne un trading range, mais vous savez, statistiquement, les phases de range sont beaucoup plus nombreuses que les phases de tendance en analyse technique. C'est statistique cette fois. Tout à fait possible que le marché ne fasse qu'osciller entre les plus bas de la crise en Ukraine et les plus hauts de décembre dernier. Et enfin, quatrième scénario, encore une forme d'évolution des cours non représentée ici. Faites votre choix. À votre avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Quant au mien, et vous le savez, vous vous en doutez, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, c'est le choix numéro 2, je reste persuadé, qu'il y a des forces de rappel, mais que la conjonction des chocs actuels n'autorise pas davantage. Une phase de trading range pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et ceci est valable pour le S&P 500. D'ailleurs, si vous prenez la performance des indices sectoriels du S&P 500 depuis un mois, les secteurs qui ont remonté, Consumer Staples, boissons, alimentation, archi-défensif, la santé, on voit que ça reste défensif même dans le rebond. Les utilities, les 3 gros secteurs défensifs, j'ai fait une vidéo dessus il y a 3 semaines dans le Top Gun. Et si vous prenez l'Eurostoxx 50 pour représenter l'Europe, c'est pareil. C'est pareil. Le marché peut rester parfaitement neutre dans cette zone, plus ou moins au niveau d'avant le choc boursier de la crise sanitaire. Ainsi s'achève le Top Gun de ce lundi 11 avril 2022. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter. Passez une excellente semaine et je vous retrouve ce mercredi pour le Fast and Forex. Merci.